Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. L'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Venez nous parler de vous, de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Et bonsoir, ça y est, nous sommes le 26 janvier. Alors, désolée pour la semaine dernière, mais effectivement, en raison de la grève, je n'avais pas encore gonflé suffisamment mon vélo et je n'ai pas pu descendre de Montmartre. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Ce soir, sur le plateau, je suis entourée de Denise, de Yelena. Laurie Esmeralda est en train d'arriver. Par téléphone, nous aurons Romy et Catherine. Et cette émission est réalisée par notre technicien préféré, à savoir l'acrobate. Notre cher Erwan qui se cache, hein, Erwan. Ah non, il est là, ça va. Bon, alors, je voulais commencer ce 26 janvier par des images que je suis allée tourner hier à la région Île-de-France. Puisque vous savez que c'est le nouvel an lunaire, donc en fait c'est le nouvel an on dirait chinois, mais il y avait notamment Cambodge, Vietnam, et donc on va assister au réveil des animaux sacrés, juste après qu'ils aient eu de l'encre dans les yeux, de l'encre rouge, et puis des danses, etc., suivi, donc ce sont des lions, puis après suivi du dragon. Engagement contre la pandémie Covid et pour votre civisme remarquable, je vous remets la médaille d'honneur de la région Île-de-France. Eh oui, meilleurs vœux à tous. Alors c'est l'année du
du lapin ou du chat, en fonction. Hein, voilà. Et c'est pour ça que Valérie Pécresse, à un moment donné, on voit qu'elle a un grand lapin en or, hein, parce que c'est l'année du lapin d'eau. Alors, il paraît que c'est une excellente année, merveilleux, parce qu'on en a besoin. Et alors, juste avant, elle remerciait un monsieur Xi, qui, au départ, vous savez, quand, en fait, on avait besoin de masques, hein, eh bien, il a eu la générosité de solliciter la Chine, qui a envoyé en Île-de-France des masques. Et donc, c'est pour ça qu'il a reçu hier la médaille d'honneur de la région Île-de-France. Voilà, un grand merci, Monsieur Xi, pour nous tous qui avons pu bénéficier de vos masques et de votre générosité. Voilà, alors, aujourd'hui, hein, alors on a la chance justement d'avoir également une personne qui est généreuse, qui vient d'une famille, là quand même, c'est vrai que les racines c'est important, dont le papa, hein, Julien Lauprêtre, aurait célébré aujourd'hui son anniversaire, puisque nous sommes le 26 janvier. Et donc je suis ravie de t'accueillir, Denise. Alors, est-ce que c'est facile d'être fille de... Oui, c'est facile. Il faut s'approcher. Il était né le 26 janvier 26, donc c'était facile à se rappeler. Il n'a jamais envisagé de mourir, donc il est mort sans le savoir, et il aurait voulu fêter ses 100 ans, donc c'est dommage, il n'est pas là. Fille de, il n'y a aucun problème avec Julien, parce que mon papa était complètement naturel, qu'il soit au Secours populaire, qu'il soit en famille, il n'y a pas de différence. C'était un homme chaleureux, jovial, rigolo, donc il n'y a pas de problème. Enfin, on n'était pas fille d'eux puisqu'il n'était pas connu. Hein. Il passait beaucoup derrière son association. C'est quelqu'un qui a été dans les médias. Il l'a été sur les dernières années, mais au départ, il ne l'était pas. Oui, parce que moi, je me rappelle quand même de discours hyper motivants. Rien que de l'écouter, c'est bon, j'avais retrouvé la c'est pêche. ça. C'était son talent. Voilà. Oui. Son talent, c'était de transmettre et puis prendre chacun pour ce qu'il était. Pas accueillir, encourager et puis dire allez, vas-y, viens avec nous. Et puis vas-y. Oui, c'est tout, quoi. C'était pas plus compliqué Simplement. que ça, donc c'était simple. Voilà. Il avait ce talent, je pense que c'était un fils unique qui cherchait des copains tout le temps, quoi. En gros, c'est ça, je pense. Il avait créé le premier groupe, il devait avoir 7 ans, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Il a toujours voulu des copains. Et le Secours Pop, c'est une grande famille. Ça reste dans cet esprit-là, avec Henriette. C'est énorme. Voilà. Puis avec Henriette, qui maintenant dirige le Secours populaire, ils ont été 53 ans ensemble, puisqu'il l'avait recrutée, elle avait 15 ans. Oh là. Donc elle a un passé... Oui, tout à fait. Il recrutait... à l'époque, on ne se rend pas compte, mais Julien, il recrutait des femmes et des jeunes. Il recrutait des femmes et des jeunes, et c'est très... Dans les associations de l'époque ou les partis politiques, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Alors, voilà. Dans les associations, les partis politiques, à l'époque où lui, il a recruté des femmes ou des jeunes, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient présents. Donc, il a toujours été, sur ce sujet-là, il a toujours été en avance. Et je crois que c'est la seule association qui, à un moment, a eu vraiment parité dans toute la direction du Secours populaire, quoi. Waouh. Et d'ailleurs, c'est Henriette Sternberg qui dirige maintenant et qui va recevoir bientôt la Légion d'honneur. Non, ça va être l'ordre du mérite, mais le niveau le plus haut, je crois, la croix, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais parce qu'elle est comme lui, hein, mais je te dis, ils se sont connus, elle avait 15 ans, donc elle connaît Elle était aussi comment on va dire... Il avait beaucoup d'idées, mon papa, mais des fois, il était un peu borderline. Hein. Il fallait le rattraper. Donc, elle permettait de remettre un peu dans... Il lançait des idées, mais des fois, c'était un peu limite, quoi. Alors, quelles idées, donc, par exemple ? Les grandes idées qu'il a eues, c'est déjà de relancer le mot solidarité. Donc déjà, ça, c'est pas rien. Parce qu'à l'époque, je me disais, quand on était petits, les gens disaient qu'il était ringard avec son idée de solidarité. Donc ça fait drôle aujourd'hui. Bravo. Il a lancé l'idée du Père Noël vert. Ouais. C'est le Père Noël qui aide le Père Noël rouge là où il peut pas passer. Ouais. Il a lancé l'idée des journées des oubliés des vacances.
Il a lancé aussi la chose qui est la plus belle chez lui, qu'il n'aura pas eu le temps de complètement développer, ça s'appelle le mouvement Enfants Copains du Monde. Copains du Monde, oui. Pour apprendre aux enfants à s'aimer plutôt qu'à se détester, et donc faire rencontrer des enfants de tout pays et les mettre en action. C'est-à-dire qu'il y a des enfants d'un pays d'Afrique qui peuvent très bien collecter pour le Japon. C'est déjà les mettre en situation d'être des enfants du monde. Ouais. Ça, c'est ses grandes idées. Ouais, ça, c'est vraiment ses grandes idées. Et la planète, pour lui, c'est son terrain de jeu. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de frontières. Ouais. Il pouvait partir demain au Japon et il changeait juste sa montre, c'est tout. Et il repartait et il ne parlait aucune langue étrangère. Et il était accueilli partout. Et il y a un grand président d'université japonaise qui lui a dit vous êtes mon maître. Alors, quand tu penses qu'il était ouvrier à Paris et qu'il connaissait pas un mot de japonais, je trouve que c'est voilà. S'il avait ce talent-là, ouais. La planète, c'est son terrain de jeu, quoi. Et alors, on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Voilà, il y a une femme, voilà. Donc effectivement, derrière Julien, il y a eu Jeannette. Ils se sont connus dans une colonie de vacances quand ils étaient petits. Oh, mais que c'est trop beau! Donc on a une photo. C'était une colonie qui était organisée dans les années 36 là, par les ancêtres du Secours populaire, et donc les vacances pour les enfants. Vacances, oui. Et donc il la reconnaît parce qu'en fait il s'aperçoit qu'elle est dans la même colo et qu'elle habite au bout de sa rue. Donc voilà, donc ils seront ensemble toute leur vie. Et Jeannette était quelqu'un de timide par rapport à lui, mais elle était engagée. C'est-à-dire qu'elle savait pourquoi elle était là avec lui. Ils se sont connus, il était résistant, ils se connaissaient déjà. Et l'adresse du père à Julien pendant la résistance, c'était les parents de Jeannette. En fait, il avait un faux nom, une fausse adresse, mais si jamais la police arrivait, il pouvait dire il est parti en voyage ou autre. C'était les parents de Jeannette qui étaient l'adresse des parents de Julien. Quoi. Incroyable. Oui, c'est très marrant. Et du coup, ils ont, Jeannette elle a travaillé toute sa vie, elle nous a élevés, puis elle a travaillé, elle était dans la couture, hein, dans les grandes maisons de couture. D'accord. Elle a travaillé là, comme on disait comment on les appelait, les midinettes, là, je sais pas comment on les appelait. Oui, les midinettes. Voilà. Elle faisait des très très belles robes et tout pour les princesses et autres. Wow. Et puis après, elle nous a élevés, elle a continué dans la couture et après elle a travaillé dans les bureaux. Elle a toujours travaillé, mais elle savait pourquoi lui il n'était pas là, il était en train de faire quelque chose et quand il arrivait, c'était prêt pour lui et il participait aussi. C'était pas non, lui il avait un principe, par exemple pendant les vacances, c'est lui qui faisait les courses. C'est rigolo ça. Oui. Mais oui. Et combler son hyperactivité de Secours populaire quand il était en vacances, il fallait qu'il bouge. Et alors justement, quand on est enfant de deux parents qui sont engagés comme ça et hyper actifs quand même dans la société et qui œuvrent pour le bien de tous, je veux dire, c'est voilà. Comment est-ce on l'est aussi, on était un peu inquiets pour eux, nous. Hein. Les ados, chez nous, c'était eux, en fait, puisqu'on avait, on avait des inquiétudes. Parce que le mouvement, même Julien, le Secours populaire, tout ça, ça n'a pas été simple. Il y a eu des débuts, il y avait des visites de la police pendant la guerre d'Algérie, tout ça, nous, on a vu ça. La police qui arrive à 6h du matin pour interdire une réunion, on a vu ça. Oui, bien sûr. Oui, ça n'a pas toujours été rose, parce qu'il y avait Monsieur Papon, quand même. Monsieur Papon qui était préfet, quand même, dans ces années-là, on oublie. Mais c'était le même. Lui, il n'oubliait pas. Donc, il y a eu des moments qui étaient... Donc, nous, on était inquiets pour nos parents. On a eu cette chose d'être un peu inquiet pour eux. On était 4, moi, je suis la plus jeune. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient rigolos. Ils étaient toujours de bonne humeur. C'était des gens joyeux. Ouais. Donc ça, c'est... Voilà, donc nous, on fait ça avec eux, plus tous les gens qui les entourent dans le Secours populaire, qui sont tous des gens qui ont pris cher dans la vie et qui sont des adultes, mais qui sont joyeux aussi, malgré qu'ils ont tous vécu des trucs assez atroces. Et on est entouré de gens comme ça qui se donnent sans attendre un retour, notamment financier, quoi. Donc c'est ça aussi la force du Secours populaire. Et puis c'est partout dans toute la France. Ça c'est le truc aussi qui était très fort chez Julien. C'est pas une pyramide, c'est vraiment comme un nuage d'oiseaux.
Il y a des secours populaires partout et ils s'adaptent à chacun leur région, quoi. Oui. Ça, c'est très important. Dans le monde aussi. Hein, et dans le monde, bien sûr, parce qu'après, la planète, c'est à lui. Donc, il était là où il n'y avait aucun problème. Donc, la difficulté, quelque chose que moi, je disais jamais quand j'étais enfant, nous, on recevait des gens à la maison, c'était tous des gens qui étaient, on va dire, dans les mots les plus gentils, maltraités, dans les plus durs, très torturés. Donc, on recevait des gens victimes de torture dans tous les pays. Dont certains qui nous entourent. Hein, on va dire, il y a eu l'Espagne, le Portugal, la Grèce, par exemple, l'Irlande. Et nous, on avait tous ces gens-là, on les voyait. Et donc, on entendait leurs témoignages, on entendait. Donc, on a été un peu chargé du point de vue de la réalité de la vie et de la réalité de ces sujets-là. C'est quelque chose dont on est conscient, mais nous, on a eu le droit de faire ce qu'on avait à faire. On n'a pas été embrigadés. Nous, on est là, donc vous devez nous suivre. Bon, on a fait le secours populaire au début, on a porté des caisses, on a fait plein de choses. Vous êtes des bénévoles. On a été les premiers bénévoles, ça c'est sûr, mais on n'a pas été obligé de le faire et on nous a jamais dit, tiens, t'y es plus. Voilà, chacun a pris sa route et tranquillement, quoi. D'accord. C'est pas l'héritage de ça, moi j'y crois pas trop. Je pense que c'est mieux quand les gens choisissent leur engagement, quoi. Alors, toi, tu as fait des études, donc tu as été dans une... Moi, j'ai fait des études de maths. C'était les maths. Oui, mais alors vraiment, je ne savais faire que ça, mais j'étais pas un génie. Hein, mais je sais maintenant que c'était ma poésie à moi. D'accord. C'est-à-dire, compte tenu de tout ce que je te dis là, par rapport à ces trucs qu'on entendait qui étaient très tristes et tout, les maths, c'est assez distrayant, en fait. Parce que là, tu n'as pas le côté affectif, tu n'as pas tout ça. Ouais. Tu as le résultat où tu l'as pas, mais tu n'as pas le côté tristesse humaine, les vacheries, les trucs, tu n'as pas ça. Donc, je ne savais pas, mais en fait, c'est un peu pour ça. Et donc, j'ai fait des maths, et les maths m'ont conduit sur l'informatique. Parce que c'est quand même rare que les femmes, surtout il y a quelques années de ça, non, justement, je crois que c'est pire maintenant. Non, je pense qu'il y en avait. Oui, il y a eu des grandes matheuses, d'ailleurs, des femmes exceptionnelles en maths. Mais je pense que c'est maintenant qu'il n'y en a plus. Parce que, on m'a expliqué ça un jour, c'est que toute nouvelle chose... on y accueille des femmes, et puis une fois que la chose s'est développée, on les vire. Et donc moi, j'ai démarré dans l'informatique, j'ai eu toutes les chances de faire tout ce que je voulais dans l'informatique de haut niveau. Ouais. Et puis je m'aperçois que maintenant, les femmes ne pourraient pas faire ce que j'ai fait. Et ça, c'est parce que toute nouvelle technique, y compris la roue, y compris la charrue, y compris tout, au début, il y a eu des femmes et après, on les lourde. D'accord. C'était une façon de voir les choses, mais c'est ça. Ok, donc informaticienne. Et donc là, ce soir, c'est en tant que présidente de l'association France Alzheimer, et donc là, dans le 93, dont tu es présidente. Oui. Et alors, bon, on peut imaginer que quand on a eu des parents comme ça engagés... Voilà, déjà l'engagement, je pense que l'engagement, il est là. On trouve qu'une vie... Henriette a une expression là-dessus, 50 ans dans un mur, la vie d'une brique. On ne veut pas être une brique, donc n'importe comment, il y aura de l'engagement dans notre vie, tous. On a fait quelque chose. Ouais. C'est comme ça. Ça, c'est plus fort que nous. Voilà. L'engagement auprès de France Alzheimer, il est lié à justement ma Jeannette dont je parlais tout à l'heure, notre maman. Elle a été prise par cette maladie. Alors, elle en avait deux. Elle avait Alzheimer et ce qu'on appelle le corps de Lévy, qui est une forme de Parkinson. Et donc, ce bel oiseau joyeux s'est retrouvé emprisonné par une espèce de monstre. et là, elle avait... quand ça l'a pris, je pense qu'elle avait 73 ans. 60, et elle est décédée à 85. Mais c'est 12 ans de choses très très moches parce qu'elle devient dépendante, parce qu'en plus dans la forme à corps de Lévy, elle fait énormément de chutes et donc elle fait beaucoup de fractures. Donc on passe un temps fou dans les urgences, où les urgences on comprend pas pourquoi cette personne enlève la perfusion, pourquoi. Et donc c'est des choses qui ont été très éprouvantes parce que vraiment c'est une femme vraiment très très discrète et une belle personne. Et puis, du coup, on découvre que les autres vivent la même chose que nous et qu'on n'est pas aidé du tout, quoi. Donc, rejoindre France Alzheimer, parce que France Alzheimer, c'est la seule association qui nous a aidés, qui nous a expliqué ce qui se passait.
Et alors, Puisque- justement, qu'est-ce qui se voilà. passait? Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que de voir la personne qui a son aspect, c'est elle. Oui, Sauf que tout ce qu'elle fait, c'est pas elle. d'accord. C'est-à-dire que pourquoi tel objet est dans le frigidaire, pourquoi alors qu'elle aime bien faire tel plat, il est toujours là, elle l'a pas fait. Les produits sont périmés et pourquoi elle nous dit qu'elle l'a fait, c'est ça. Puis après elle ouvre la porte à la voisine puis elle lui dit qu'est-ce que vous faites là, j'habite pas du tout là. Elle donne son adresse de quand elle était jeune. Elle sort de l'hôpital parce que on l'a attachée suite à une fracture. Elle n'a pas aimé, elle leur a dit vous êtes des fascistes. Elle a attendu qu'il l'habille. Elle est partie dans Paris. Et donc là, on la cherche. Et donc là, on sait qu'elle est allée chez ses parents. Vous voyez, c'est ça qui est très décalé. Hein. Ah oui. Et puis finalement, elle a trouvé une stratégie pour aller se planter devant un réverbère en bas de chez ma sœur. Mais heureusement que ma sœur a regardé par la fenêtre, quoi. Mais donc, on est maintenant sur le qui-vive parce que tout peut se produire. Le gaz peut être ouvert et pas éteint. Elle peut faire des courses et puis repartir en fer. Elle peut avoir des choses qui sont pas elle, qui nous attristent. Plus les chutes, hein, dans son cas, c'est la forme Parkinson, c'était pas marrant ça. Mais en plus, ça lui ressemble plus, quoi. Et ça, c'est bouleversant pour la famille. Mais en plus, ça vous met dans la tête un petit moteur que j'appelle moi le syndrome du et si elle sort, et si elle tombe par la fenêtre, et si elle oublie ceci, et donc ça s'installe, et petit à petit, ça vous mange le cerveau de plus en plus. Mais est-ce qu'il y a pas d'aide en France? Alors les aides d'abord, il faut le comprendre qu'il y a ça. Oui. Ensuite, les aides, il faut les payer. Et donc, il y a des aides pour aider à payer les aides, mais il faut les trouver. Or, c'est pas du tout bien expliqué. C'est pas l'État. C'est pas la sécurité sociale. La sécurité sociale s'arrête assez vite. Après, elle rend le petit au département. Et donc, c'est là que l'association France Alzheimer explique, elle, aux gens, voilà ce à quoi vous avez droit. Mais personne ne l'explique sinon. Hein. C'est pas les médecins qui disent... Voilà. Donc, après, on part à la chasse de trouver des gens qui vont bien pouvoir s'occuper de notre maman. Et là arrive le deuxième sujet, c'est que la plupart des gens ne sont pas formés du tout à rencontrer ce genre de malade. D'accord. C'est-à-dire que si on leur dit que c'est un malade d'Alzheimer, par exemple, il y en a certains qui vont dire bon je vais la mettre dans un coin, elle va plus bouger. Donc on a retrouvé notre maman coincée dans un lit alors qu'elle pouvait marcher, coincée dans sa chambre. Vous voyez, donc c'est un problème. C'est sûr. Il y en a d'autres qui vont pas l'aider du tout. Et puis du coup il n'y a pas le niveau, quoi. Et du coup on est en lutte pour se faire remplacer. Et on y passe un temps fou. Alors, est-ce que France Alzheimer propose des formations, par exemple? Alors, France Alzheimer, c'est son point fort, c'est qu'on forme les aidants familiaux. Donc, on forme les aidants familiaux. On a 15 heures de formation. C'est une vraie formation qui est prise en charge, en fait, par votre lundi de Pentecôte à tous. Hein. C'est ce qu'on appelle la CNSA, la caisse d'autonomie. On forme les aidants familiaux à comprendre d'abord ce que c'est que la maladie, à comprendre pourquoi en ce moment il y a de la recherche mais qu'ils ne trouvent pas, qu'il n'y a pas de médicaments, et comment faire front à une personne qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, le même emballage, mais qui n'a pas la bonne communication. Donc comment on communique avec quelqu'un qui ne comprend plus ce qu'on lui dit, qui, à la limite, ce qui n'était pas le cas de notre maman, parce qu'elle n'avait appris qu'une langue, mais qui reparle sa langue d'enfance, qui vous prend pour sa mère, puisqu'il y a un décalage d'époque, hein, elle a 20 ans et c'est vous la personne âgée en fait. Dans sa tête, et donc elle vous appelle maman. Bon, ça, faut le comprendre, parce que c'est vexant. Si on se dit, elle m'aime pas, elle aime mieux sa mère, c'est pas ça du tout, hein. Absolument pas. Donc, il y a tout ça, on l'explique, et puis on explique les fameuses aides, comment on trouve de l'aide, et puis comment on trouve du répit. Et oui, parce que les aidants, hein, des fois, ils craquent à force. La moitié meurt avant le malade. Voilà. C'est à ce point-là. Et oui. Il y a donc des associations d'aidants qui peuvent... Nous, nous, ce qu'on fait, c'est déjà donner tous ces conseils-là, puis après qu'ils les mettent en contact avec des professionnels qui arrivent tant bien que mal à faire les choses, quoi. Ça va, alors on va de l'infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie, et puis si à un moment la personne vraiment ça devient impossible à gérer parce qu'elle est seule chez elle et autres, on fait une entrée dans ce qu'on appelle un EHPAD, hein, pour personnes âgées dépendantes.
Mais là, ça coûte très très cher. Tout ça, ça coûte très très cher pour les familles. Les gens qui ont un malade d'Alzheimer, faut le savoir, il n'y aura pas d'héritage, il n'y a plus rien. On nous a rincés, quoi. D'accord. Il n'y a plus un sou. Les soins. Entre les soins, vous payez les aides, même si vous avez un peu d'aide, mais ça n'a pas du tout la proportion de ce qu'il y a besoin. Ça, il n'y a pas de sécurité sociale. Effrayant. Est-ce que tu peux juste bouger un peu ton micro comme ça, parce que je crois qu'il y a un faux contact, n'est-ce pas? Erwan, il y a un faux contact. Comment je le bouge? Ah, ok. C'est bon. Alors, quelles sont les actions que, en tant que présidente Alors, en tant que présidente, déjà, moi, je suis présidente parce qu'on vient de perdre notre présidente qui était un peu l'équivalent de Julien à France Alzheimer, qui s'appelait Catherine Olivet. Et je vous invite à aller regarder Catherine Olivet sur YouTube parce que c'était une personne qui avait une éthique extraordinaire, qui a créé l'association il y a 32 ans. Et donc, son idée, c'était que justement, c'est pour ça que nous, on y est parce qu'elle nous a aidés. Les aidants, il faut qu'on en fasse des gens. Un homme averti en vaut deux, quoi. Oui. C'est souvent des femmes, d'ailleurs, les aidants, 80% quand même. Une femme avertie en vaut 4. On va dire, on va faire un peu comme du coaching, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la force chez la personne. Nous, on n'a pas de leçon à lui donner. On la prend comme elle est, avec le défaut de sa famille, et je peux vous dire que toutes les familles ont des défauts. Et puis, on l'aide à accepter les situations et puis essayer du moment qu'elle les comprend, elle va mieux les analyser, elle va moins se culpabiliser et du coup, elle sera plus efficace. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, Oui. déjà, l'écouter au téléphone. Et déjà, les gens disent « Ah, mais comment vous le savez ?» Déjà, toujours cette réflexion-là. « Mais comment vous le savez ?» Parce que nous, on sait ce qui se passe, parce qu'on le sait. Déjà, ça, c'est important. Et puis après, essayer de jouer sur la culpabilité, parce que maman aimait bien toujours mettre cette robe-là, sauf que maman, cette robe-là, elle ne la reconnaît plus, et à la limite, elle la déchire. Donc là, tout ça, c'est une culpabilité énorme. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle fasse ça, quoi. Faut qu'on arrive à déculpabiliser. Et puis, c'est pour ça, l'action forte, c'est la formation. Mais on a aussi on reçoit les familles dans des cafés de ville pour qu'elles osent sortir avec le malade. C'est tout des actions pour les sortir de l'isolement. Un aidant tout seul avec son malade, il reste enfermé. Si personne ne vient le secourir, ils vont mourir tous les deux. Ou cas très extrême qui s'est produit, là, il y a eu un procès cette semaine d'un monsieur qui a tué sa femme. C'est souvent des messieurs d'ailleurs. Mais on comprend, enfin je le justifie pas, mais puisqu'ils n'ont pas d'aide, on devient dingue. On fait les 3-8, soit tout seul alors qu'on est en retraite, on devient dingue. Voilà. Donc c'est là que on devrait plus aider les aidants, parce que c'est eux qui sont en grand danger. Si c'est pas eux les malades, c'est eux qui meurent, quoi. C'est là qu'on a un problème. Mais alors, comment est-ce qu'on peut joindre France Alzheimer? Alors, il y a tous les sites internet, il y a tous les numéros de téléphone. Le plus simple, toujours le téléphone. Moi, ça reste pour moi la chose la plus simple, c'est d'appeler le France Alzheimer de son département. Parce que c'est localisé. C'est départemental. C'est départemental. Il y a un France Alzheimer national aussi, qu'on peut appeler aussi, mais il vous renverra sur le département. Et puis après, on a des sites, on a plein de vidéos, on a plein de choses, mais je reste quand même le plus simple étant le téléphone, parce que là, on a un humain et on lui parle, et puis après, il va peut-être nous envoyer de la documentation, il va essayer de faire des choses, mais le plus simple, c'est le téléphone. Oui. On reste des humains. Et nous, on envoie du papier, par exemple. On n'envoie pas un lien Internet. On envoie des papiers. Ça a de la valeur. C'est exceptionnel parce que, encore, quoi, vous êtes des humains, quoi. Je ne vais pas vous envoyer, vous êtes déjà tout seul chez vous avec un malade, et en plus, je vous envoie un robot, quoi. Non, ça va, quoi. Nous, on est très attachés à ça. Faites attention à ces choses-là. D'accord. Et alors, juste une question sur la recherche. Pourquoi il n'y a pas de médicaments? Alors, la recherche sur le cerveau, il faut bien considérer on dit à peu près depuis 35 ans, on a découvert autant que depuis que l'homme existe. Ah oui. Il n'y avait pas de recherche sur le cerveau. Il n'y en avait pas comme le cœur, il n'y en avait pas avant. Puis maintenant, on saurait nous mettre une machine à la place du cœur. Bon, c'était qu'un muscle, certes, mais on ne le savait pas. Donc là, c'est pareil, on apprend. Donc il y a eu énormément de recherches. Il y a eu énormément de pistes qui ont été prises et qui devaient l'être.
Et on s'aperçoit que c'est pas la bonne hypothèse. Oui. Donc on recule. Mais n'empêche qu'il fallait y aller voir. Bien sûr. Donc il y a eu un médicament tout au début, manque de chance, il tuait les gens. Donc c'était pas très efficace, c'était pas ce qu'on lui demandait. Donc il y a des recherches dans le monde entier, puisque ça touche tout le monde, et toutes les catégories, tous les pays qui vieillissent, hein, parce qu'évidemment les pays où on meurt avant ou parce qu'il y a une guerre, on va pas voir les maladies d'Alzheimer. Il y a des recherches, tout pays, tout monde, tout orientation, parce qu'on peut aussi penser que ça a peut-être été... Peut-être que les malades ont croisé un virus qui s'est mélangé avec un ADN. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça peut être une inflammation, ça peut être... donc on recherche les causes. D'accord. Et la difficulté énorme, c'est que quand les effets se produisent et qu'on appelle au secours, c'est qu'en fait la maladie, elle est là depuis 10 ans. Et elle était à bas bruit, donc on ne peut pas la reconnaître. D'accord. C'est à cause de ça que la recherche est en difficulté parce qu'elle ne trouve pas les malades au début puisqu'il n'y a pas de signes. Oui, donc elle aimerait leur donner... Et voilà, c'est toute la difficulté. Oui. Ça se déclenche, ça fait 10 ans, mais le cerveau faisant ce qu'on appelle la plasticité, c'est-à-dire que quand il n'arrive pas à faire quelque chose, il passe par ailleurs. Et là, quand ça se déclenche vraiment, c'est que tout est bouché. Mais les débuts, on n'a pas vu. Et donc, du coup, on n'a pas pu amener un traitement peut-être, mais sauf qu'on ne le sait pas, c'est déjà fait, quoi. C'est déjà détruit. Ok, d'accord. On a encore du travail, hein, en fait. On reste, on reste optimiste. Bon, parfait. Merci beaucoup de merci à vous, merci de votre accueil. Témoignage. Alors, on va enchaîner sans transition. Alors déjà, Laurie Esmeralda est arrivée parmi nous. Oui. Bonsoir et merci. Avec grand plaisir. Alors, on va enchaîner avec Yelena. Vraiment? Oh oui, bien sûr. Alors, peut-être qu'on peut voir si Erwan va montrer un petit extrait du cabaret berlinois. Comme ça, tu rentres dans ton univers et tu vas nous en parler après. Yeah. Mes couronnes manipulent, dont je vous pour les choix.
Waouh! Ouais. Incroyable! Tu trouves? Mais oui, je trouve. Alors ça c'était quand déjà? Ah, c'était le 7 janvier pour fêter le Nouvel An. Mhm. Pas le Nouvel An de la part, mais le Nouvel An chez nous. Ouais. Oui, Alors, chez nous, alors, tu as un petit accent quand même. oui, hein, oui. Alors, d'où viens-tu? Je viens du Danemark. Oui. Oh là là. Oui. Oui. Pour Paris. Pour Paris, oui. Et ton cabaret, c'est un cabaret berlinois. Oui, c'est un cabaret berlinois. C'est un mélange des chansons françaises et allemandes. D'accord. Oui. J'adore le répertoire allemand. Il y a vraiment un trésor là. Et oui, c'est vraiment une passion. Mhm. Oui. Alors, donc tu es venu à peu près à quelle époque à Paris? À quelle époque je suis venue? C'était dans 2012. Ah, c'est récent. Oui. Tu trouves c'est récent? Oui, Ah, on parce peut que- dire ça. Mais oui, tu Oui. parles très bien pour quelqu'un qui... Non, il y a pas assez bien, mais j'ai vécu assez isolé. Du coup, je n'ai pas assez pratiqué, Ah, mais Danois comme ça. ah bah oui. Ouais. Parce que tu parles donc danois, allemand, anglais, je suppose quand même. Aussi. oui, Français? j'ai aussi des chansons en anglais. Oui, Bon. Et alors, c'est un mélange de tout un peu. et donc, cabaret, est-ce qu'il y a de la danse aussi ou pas du tout? Non, il n'y a pas de. Je raconte des histoires. Hmm. Je bouge un peu, Hmm, mais d'accord. je ne danse pas. Pas encore, peut-être. sais ça Ça va parce que- venir un jour. À ta gauche, tu as Laurie Esmeralda qui Oui, oui. est Ah. danseuse chorégraphe, tu vois, donc Ah. on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être. Peut-être. Ah Vous ouais. pouvez me faire une On ne chorégraphie. sait pas. Une chorégraphie, on ne sait jamais. Et alors, J'aime danser. Ouais, bah ouais. voilà. C'est une expression. Hein. Oui. Absolument. hein. Absolument. Donc, tu es chanteuse. Tu as fait du chant toute ta vie? Non, non. Et en effet, on m'a découvert dans les années 80. J'ai rencontré un homme, il était suédois, il venait de Stockholm et il a fait un cours pour les comédiens et comédiennes sur ma théâtre à l'époque, c'était à Aarhus. C'est la deuxième ville du Danemark. Et il m'a forcé d'apprendre 2 chansons de Brecht. Ah oui. Et à l'époque, j'avais rencontré la plus grande interprète de Brecht. C'était dans des années 70. Elle s'appelait Gisela May et elle m'a beaucoup inspirée. Mais à l'époque, je n'osais pas chanter moi-même parce que j'avais tellement envie, mais tout le monde a dit, mais c'est très difficile. Non, mais des années plus tard, j'ai rencontré Thorsten, comme il s'appelle, Thorsten Föllinger. Et il était assez connu à l'époque en Stockholm. Du coup, il m'a forcé d'apprendre 2 chansons de Brecht. Bon, c'est lui qu'on doit remercier alors. Oui. Ah, ah. Et là, j'ai chanté 2 chansons et il m'a trouvé très, très bonne. Et il m'a dit de faire un programme. Mhm. Et il m'a dit à l'époque que tu pourrais être une des meilleures interprètes de Brecht. Pour moi, c'était... Ah oui. C'était... Mais je ne sais pas que faire et comment, et il faut que tu m'aides. Non, je sais que tu vas prendre les vrais choix Mhm. toi-même. On dit ça? Oui, oui. J'étais effrayée. Mais
2 mois après, j'ai commencé. J'ai trouvé de l'argent dans ma banque et j'ai trouvé un pianiste très doué et j'ai commencé d'étudier ces chansons. Et pour moi, je l'ai trouvé dans moi, D'accord. comme ça. Inné, quoi, en fait. Et alors, j'avais ma première et j'ai eu des très, très bonnes critiques. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré un comédien qui est venu à Copenhague. Il y avait des conférences de paix. C'était dans les 80. Et il est venu de Berlin ensemble. Oui, il était un star. Et il jouait avec ma grande idole Gisela May, qui aussi, c'était à Berlin d'Est. Et il devait dire des lignes de Brecht en danois. Et après, je devais chanter ma programme. Je l'ai fait en allemand, toujours. Je chante les chansons dans leur langue d'origine, parce que ça exprime tout. Non. Et il m'a dit, je vais rester parce que je sens que vous savez quelque chose. Et après, il m'a dit que c'était... En effet, il m'a dit, c'est la meilleure interprétation de Brecht que j'ai écoutée et vue dans notre temps. Et je sais ce dont je parle parce que je fais des voyages et je suis à Berlin et il m'a demandé et quand est-ce que tu vas quand est ton prochain engagement? Il était et j'en avais aucun. C'est pas possible. Oui, ma vie est comme ça. C'est possible. Je vais voir ce que je peux faire. Et soudain, quelques mois après, on m'a appelé de Berlin pour venir chez Gisela May, elle avait une émission à la télé où elle présentait des artistes qu'elle avait rencontrés à l'Europe. Elle avait le droit de voyager. Oui. Même si c'était... Oui, encore, il y avait le mur. Le mur, oui. Mais c'était à cause de lui. D'accord. Et là, c'est commencé et dans les années 90, j'ai rencontré un artiste à Berlin, un jeune homme qui s'appelle Tim Fischer. Et c'est la deuxième personne qui m'a vraiment inspirée. C'était ça ce que je veux faire. C'est ça ce que je veux faire moi-même. Et nous étions très proches. En effet, c'était mon, on dit jumeau, on dit jumelle, âme jumelle. Oui. Ah, vraiment. Oui. Nos aspects sont dans nos horoscopes, parce que j'ai rencontré une astrologue au Danemark. Il m'a dit, vos aspects concernant vos talents, c'est identique. Dingue. Oui. Et du coup, j'ai fait des voyages pour lui rencontrer. Nous étions comme ça quand on s'est rencontrés. Mais il m'a dit, je ne parle très rare avec mon public, mais lui aussi avait senti cette... Alors, je suis rentrée à Copenhague et j'ai fait un nouveau spectacle où j'ai mélangé il n'a pas chanté Brecht, mais des chansons allemandes de l'époque aussi, et des chansons qui étaient écrites pour lui. Et c'est pour ça que ça s'est évolué comme ça. Mais c'est pas évident de chanter en français, en allemand au Danemark. Mais chaque fois que
j'ai eu le droit. Le public là, Ouais, acclamé. adorait, oui. Mm. Oui. Et c'est un public qui est cultivé aussi. Il y a quand même Oui, une tradition. Oui, oui. Oui. Donc ça fait partie de. Yeah. Et alors, Paris, why Paris? Yes, why? C'est une autre histoire. Ah. Non, parce que au Danemark, je me suis toujours sentie comme une étrangère. Mm. Et la première fois Mhm. que j'avais cette sensation d'être chez moi, c'était à Rome. Ah oui. Quand j'avais 17 ans, on y est allé avec lycée. Et pendant des années, j'ai rêvé de Rome, mais soudain, un jour, je suis venue à Paris. C'était avec le conservatoire de Odense Théâtre. Ouais. Je me sentais chez moi aussi. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas née ici? C'est vrai, c'est une bonne question. Oui, pourquoi? Mais ça a une raison quand c'est l'âme Mhm. qui sait quelque chose. Et après, j'ai été beaucoup à la recherche. Pourquoi on est ici? Pourquoi on a ces... Ah, c'est une longue histoire, mais je sais quand l'âme réincarne. Et je sais que j'ai eu plusieurs vies à Paris. Et c'est pour ça que je me sens chez moi, ici. Mais ici, même si je me sens chez moi, ici, je sais que je suis danoise. Mhm. Au Danemark, je me sentais comme une étrangère. Mais ici, je sais... oui, mon âme est français, latin plutôt, Rome, Paris. Mais je suis très consciente que je suis danoise et quand même sans racines. Mais c'est comme ça. Je ne regrette pas mon déménagement. Non. Mais non, Pas puis du en tout. plus, pardon, Surtout j'ai un chat ou un lapin. Bon, où est-ce qu'on peut voir ce cabaret berlinois? Parce que c'est quand même très spécial. Oui. On n'a pas parlé du pianiste qui Non. avait l'air sympathique aussi. Oui, il est très, très bon. Il travaille. Et c'est lui qui fait la direction musicale quand ils font des cabarets à la studio scène de la Comédie Française. D'accord. Et pour le moment, il joue au Théâtre de Paris dans Les Producteurs. Ah oui, oui. Oui, mais il a été remplacé cette D'accord. Et donc, janvier. comment est-ce qu'on peut te joindre? Comment on peut me joindre? On a envie, par exemple, tu peux faire ça à la maison. C'est-à-dire que des gens, des fois, ont des grandes maisons. À Paris, c'est rare, mais ou des grands appartements. Ils disent, ben voilà, maintenant, on aimerait bien que Yelena vienne Et je suis sur Facebook. sur Facebook. Oui. Voilà, vous avez entendu, sur Oui. Facebook. Sur Facebook. Alors, c'est Mais magique. j'ai pas Facebook. un site parce que je ne sais pas comment faire un site et tout le monde me dit mais il faut que tu fasses un site sinon tu n'existes pas. Oh, mais non, la preuve que non. Mais bon, Ouais. Mais j'existe, oui. Mais sur Facebook, on oui. peut te joindre sur Facebook. Oui. Ok. Et j'ai des chansons sur Facebook. Et sur YouTube aussi. Oui, j'ai des chansons Mhm. sur YouTube. Oui. Et donc, on cherche- Yelena. Hvad hedder det? Yelena tire, tirer. la chanson des vieux amants, par Ah oui, exemple, mais voilà. et malade, je suis malade, et Très bien. aussi des chansons allemandes. Oui, Très bien. oui. Merci de transmettre ce beau patrimoine culturel. Eh oui.
C'est magnifique. Je suis très sensible. Alors, je n'ai pas pu venir le 7 janvier. Non. Mais je viendrai aux prochaines dates. C'est la tradition européenne. Oui. Oui. Et je crois en allemand, et la tradition est plus forte qu'ici quand même. Je crois que oui. On ne va pas le dire trop fort parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent. Mais quand même, tu vois, que ce soit pour la musique ou même l'Italie, l'Allemagne, c'est autre chose. Oui, ou même la Grèce. Oui. Ça fait partie vraiment de la culture. Oui. Ici, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais je sais quand même, c'est ici que je sais que quelque chose va m'arriver. Oui. Je voyage depuis une garde dans mon cœur. Mais tu peux tout à fait avoir ton pied à terre ici, puis aller faire des concerts en Allemagne. Oui. Et revenir après. Oui. Charger, parce que la bonne énergie, elle est ici. Hein, voilà. Oui. mais je ne pouvais pas vivre en Allemagne. Oui. Je trouve quand même l'ambiance là, et c'est trop mélancolique pour moi. Même j'adore la mélancolie. Oui. Ça, on entend. J'ai des chansons c'est vrai qu'il y en a plusieurs allemandes qui est beaucoup plus mélancolique, mais c'est une belle mélancolie, je trouve. Et oui, il y a de la beauté partout, même dans la mélancolie. Oui, absolument. Tu es une poète, en fait, une poétesse. Ouais. Attends, oui. Oui, nous avons Romy qui intervient. Merci, Yelena. Oui, je t'en prie. Merci de m'avoir invitée. Tu es la bienvenue. Hein. Romy ? Oui. Bonsoir. Bonsoir Véronica, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez pu regarder un petit peu l'émission juste pour voir comment était constitué le plateau ? Donc, à ma gauche, il y a... Oui, tout à fait. Ah bon, voilà, c'est bon. Alors, Romy, par quoi commencer ? Parce que Romy, en fait, c'est une femme à multiples facettes. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, parler déjà du... qu'est-ce qui vous motive à vous lever tous les jours, déjà ? Alors, des femmes comme vous, j'ai envie de dire. Comme vous, Véronica, comme vous, toutes les femmes qui sont sur ce plateau ce soir. Ouais. Moi, je me sens toute petite à côté. Vous faites toutes des choses formidables. Alors, vous la présentez parce qu'elle n'ose pas, parce qu'elle est trop humble, d'accord ? Et alors, donc... J'ai lu un beaucoup d'elle. C'est magnifique ce qu'elle fait aussi. Hein, voilà. Alors, on peut parler alors déjà du fait d'être présidente d'une association qui s'appelle Brillante. Oui. Brillante. Mais il y a aussi le magazine culturel qui s'appelle Brillante. et puis, bien sûr, un cabinet de psychologie. C'est ça ? Waouh. Alors, c'est bien ça. Il y a plein d'autres choses, mais on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, effectivement, il y a l'association Brillante qui est née directement du magazine Brillante. On a commencé ce magazine en 2021 avec mon binôme Olivier, dont je tiens à signaler l'engagement et vraiment son adhérence à ce projet depuis 2021. Donc, en éditant Brillante Magazine, qui est un magazine pour mettre en valeur les femmes qui font des choses formidables comme vous, mais également parler des plus graves de sujets de société, politique, culturel, vous l'avez dit, évidemment. Mais l'objectif, c'était de mettre en valeur la voix de la femme. Et de là a découlé tout naturellement l'association Brillante, qui aujourd'hui édite le magazine en ligne, et qui a 3 pôles d'activité. Donc, un premier pôle pour aider les femmes, donc un centre de ressources
D'accord. Pour les violences faites aux femmes, Ouais. les redirections vers des professionnels. On travaille avec des avocats. Notre avocate sur Aix-en-Provence fait un travail formidable. Je voulais la saluer ce soir. D'accord. Un service de soutien psychologique. On a un réseau de partenaires aussi pour tout ce qui est reconstruction du corps pour les femmes ayant souffert dans leur corps. Waouh. Très important aussi dans Ah ces oui. moments-là. C'est sûr. Et puis un troisième pôle où on va créer des événements. Donc le premier, ce sera pour le 8 mars symboliquement pour le jour des droits de la femme. Donc avec le lancement officiel de l'association. Et puis à plus long terme, ce seront des événements sur la mise en valeur aussi des talents de femmes, parce qu'il n'y a pas de négatif dans ce type d'association. Et nous, on veut faire pleuvoir des paillettes. Excellent. Et alors, le nom, Brillante, Alors le nom Brillante, d'où vient-il en fait? c'est une bonne question, d'autant plus que j'ai vu qu'au cinéma sortait le film Brillante, Ah, qui a l'air très intéressant aussi. Brillante, c'est pour symboliser, comme camailleux de femmes, toute cette sororité, en fait, cette entraide entre femmes et sans oser dire la puissance des femmes, mais les femmes qui font des actions formidables et des fois très locales. Ça peut être très local, ça peut être au niveau national et au niveau international sur Brillante Magazine. Et d'ailleurs, prochainement, nous avons un superbe portrait de Véronica Antonelli. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon. Alors, moi, j'ai été touchée par justement ces actions de soutien que vous mettez en place. Et finalement, à force de discuter avec de nombreuses présidentes d'associations, je me rends bien compte que ce qui est important, c'est aussi le local. Et que c'est sûr, c'est important d'avoir une association nationale qui rayonne, mais la présence locale qui peut être une ressource directe pour des femmes qui sont en danger ou qui se sentent menacées ou qui ne savent pas comment faire ou vraiment trop analyser ce qui leur arrive. Le local, c'est la force numéro 1. Voilà, donc bravo pour cette association parce que on voit que malheureusement, on a besoin des associations et que la mortalité par conjoint ou ex-conjoint, etc., continue. Et que, finalement, il y a beaucoup à faire. Donc, on doit compter sur les associations et beaucoup sur le local pour trouver des solutions directes. Oui, oui. Tout à fait. Alors, nous, après seulement quelques semaines d'existence, c'est vrai qu'on a pu aider concrètement déjà 4 femmes en seulement quelques semaines là sur la région. Oui. Par contre, on a une antenne en Bretagne, puisque mon binôme, donc Olivier, donc c'est un homme, Oui. qui est encore plus féministe que moi et plus engagé. Lui travaille plutôt sur la région Bretagne-Paris, donc on va avoir des réseaux en France, des petites antennes en France. Oui. Mais en local, on fait déjà beaucoup. Il faut savoir quand même qu'en France, tous les 2 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint, ce qui est quand même énorme. Donc avant d'en arriver là, il y a plein de mesures possibles et de mesures concrètes sur le terrain d'accompagnement et surtout de savoir ce qu'on a le droit de faire, pas faire, d'accompagner pour les dépositions, les dépôts de plainte, des choses très très concrètes. Ah oui, très bien, bravo. Et donc, vous m'avez expliqué que votre papa était chanteur lyrique, c'est ça? Alors, mon papa est chanteur jeune public, oui, tout à fait. D'accord. Et est-ce que finalement le côté artistique, parce que il a fait ça toute sa vie finalement, donc est-ce que le côté artistique vous a permis de vous ressourcer aussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui que vous parle pas? Alors, si, complètement. Moi, je suis tombée dedans dès que je suis née, puisque j'ai chanté sur des disques professionnels très jeunes. J'ai accompagné mon papa sur les tournées. Il est auteur, compositeur, interprète. Et il a fait d'énormes réalisations en spectacle et professionnel. Et il continue d'ailleurs. Il continue toujours de façon internationale cette fois. Et du coup, bien sûr que mon rapport à l'art est un petit peu privilégié. Moi, j'ai fait de la danse très très jeune, de la musique beaucoup, du piano, du solfège. J'ai une formation très académique aussi. Et évidemment que l'art est une source de bien-être
et d'apaisement, évidemment. Hmm. Et il y a des ateliers, en fait, avec l'association, c'est ça, pour se reconstruire? Oui, nous travaillons à interassociations pour le coup, avec des associations par exemple qui proposent des massages thérapeutiques. Alors oui. thérapeutiques entre guillemets puisqu'elles ne sont pas thérapeutes, mais ce sont des masseuses spécialement formées à accueillir du public en difficulté, Oui. qui a un rapport au corps compliqué. Mhm. Donc en souffrance ou handicapé, ça peut être des personnes âgées aussi beaucoup. Et donc ces associations-là également font un travail formidable sur la reconstruction, ce qu'on appelle la résilience, qui passe à la fois par l'esprit et par le corps. Et alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui a déclenché en vous, parce que vous auriez pu rester juste psychothérapeute, et puis en rester là. Mais à vous engager comme ça, finalement, à créer cette association, puis ce magazine, ou le magazine qui, du coup, déclenche l'association, pourquoi? Alors oui, c'est une très bonne question. Je ne m'arrête jamais dans la vie, c'est-à-dire qu'un projet en entraîne un autre et j'aime beaucoup être très occupée. Donc ça, c'est l'un des points de ma vie. Non, effectivement, d'un point de vue personnel, j'ai eu vécu par le passé des choses assez compliquées et je n'avais pas à ce moment-là les ressources ou les aides appropriées pour savoir comment me diriger. Et aujourd'hui, je souhaite apporter ça aux autres femmes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire savoir comment enclencher des procédures, comment bien se comporter vis-à-vis de la justice. Il y a des process. Et donc, pour rendre ça aujourd'hui, il m'a paru évident de créer cette association, d'autant plus que dans mon métier, je rencontre beaucoup de monde en souffrance. Et très vite, les premiers besoins se sont fait sentir. Donc, étant journaliste par ailleurs, j'avais eu l'occasion d'écrire beaucoup sur ce sujet-là, de faire beaucoup d'enquêtes, de reportages, et donc dans la lignée toute naturelle de Brillante Magazine, on a fondé l'association. Wow. Incroyable, hein? Ah oui. Vous avez des questions? Yelena, tu as des questions? Non. Laurie, tu veux dire? L'association, elle est destinée à toute personne ou uniquement pour les femmes? Ah, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Plaisir. Alors, effectivement, on est pro-femmes, etc. Mais il faut savoir qu'au bureau de l'association, il y a quand même 2 hommes. Le trésorier et le secrétaire sont des hommes. Donc, Olivier, dont je parle souvent, qui est très actif sur Brillante Magazine, qui est journaliste aussi, lui est encore plus féministe et engagé que moi. Je suis obligée de le freiner. Donc, cette association... Et sans bord politique, on n'est d'aucun parti politique, on n'est pas du tout non plus féministe extrême. C'est pas du tout le but du jeu. Nous, c'est vraiment cette sororité, en fait, l'entraide entre femmes, comme ce soir. Je suis ravie d'être en toute sororité avec vous. Et puis cette mise en valeur des initiatives féminines. Voilà, c'est vraiment notre fer de lance. J'ai été très touchée récemment d'avoir un monsieur au téléphone pour l'accompagner, en fait, un monsieur en souffrance sur des problématiques intrafamiliales. Donc, on a aidé notre premier homme, et bien évidemment que les hommes peuvent nous contacter avec grand plaisir. On est tout à fait amoureux des hommes aussi. Voilà. Alors, vous trouvez à Aix-en-Provence, c'est ça? Alors, nous sommes à Saint-Rémy-de-Provence, c'est pas très loin. C'est en dessous d'Avignon. Et donc, nous avons une antenne en Bretagne où Olivier est très actif. Et je lance un appel si d'autres personnes souhaitent nous rejoindre, que ce soit juridiquement, de façon partenaire. Enfin, on a un site en ligne, on peut nous trouver sur les réseaux, ça commence à se construire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dans toute la France pour créer des petites antennes comme ça un peu partout en France. Bravo. Et alors, le magazine, c'est les ailes, E2LES, du pouvoir. Alors non, oui, les ailes
pardon, du pouvoir. Oui, oui, je croyais que c'était brillante avec un S. Non, c'est brillante au singulier. Et les ailes du pouvoir, oui, c'était une jolie formule. Voilà, c'était un peu le titre accrocheur du magazine. Effectivement, et bon, ça m'a touchée parce que moi j'en porte de temps en temps des ailes. Ce soir, je les ai cachées, mais Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et oui. Ça s'écrit pas pareil, mais bon. Et les vôtres sont brillantes. Elles sont brillantes également. Elles sont magnifiques. Il y a du nacré, oui. Mais finalement, on a tous et toutes des ailes. Hein. Voilà, pareil, moi je ne fais pas dans la ségrégation. Hein. Les hommes et les femmes, je les invite tous et toutes à déployer leurs propres ailes. C'est vrai, c'est important. Oui, c'est vrai. Bon, eh ben, un grand merci, Romy, pour ce témoignage. Merci. Bravo pour ces actions aussi. Merci. L'association, le magazine. Merci à vous pour votre... Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Je pense que vous reviendrez dans l'émission. Alors j'espère physiquement, hein, voilà, et pour nous parler de l'ensemble, parce qu'on n'a pas développé tout l'ensemble. Par téléphone, c'est un peu plus compliqué, tout ça. Mais voilà, j'aimerais beaucoup. Vous êtes la bienvenue sur le plateau. Et avec grand plaisir de vous rejoindre un de ces jours. Youpi. Vous avez des questions à poser à Romy ? Denise. Moi qui suis du 9-3, en fait, je suis en contact avec la Maison des Femmes, qui est extraordinaire, accrochée à l'hôpital Avicenne, je crois. Et donc, tout ce que vous dites là, c'est tellement vrai. Elles font un travail comme vous, là, mais c'est tellement terrible, quoi. Reconstruire. Oui. Ouais. Énorme. Reconstruire le psychique et puis le physique, c'est ça aussi. Hein. Et puis le lien social. Tout, quoi. Ouais. Quel travail. Non, mais c'est vrai. Oui. J'ai eu l'occasion d'écrire il n'y a pas longtemps sur le podcast là qu'elles ont lancé, la Maison des Femmes. Elles font un travail formidable. C'est essentiel. Où est-ce qu'on peut trouver cet article ? Alors sur www.brillantemagazine.com. Ok, voilà, merci. Très bien. Bon, mais un grand merci, Romy. Et puis à bientôt. Merci beaucoup et bravo à toutes. Merci. Oui. Alors peut-être qu'on va faire un instant pub. Instant pub. Et si pour la Saint-Valentin, vous visitiez Montmartre transporté par les plus belles histoires d'amour et mélodies du répertoire ? La chanteuse lyrique Veronica Antonelli réitère à l'occasion du 14 février une variante Love des visites chantées insolites Montmartre Enchantée, labellisée UNESCO, dont elle est la conceptrice originale. Le fil conducteur de cette délicieuse ballade montmartroise exceptionnelle est l'amour. À cette occasion, elle convie deux artistes incontournables, Christelle Dubessy, la danseuse de cancan au jeu de jambes époustouflant, et la divine chanteuse carnatique Ouma Nrao. L'amour terrestre, l'amour divin, à travers la danse, les mots, la poésie, les chansons populaires ou des airs lyriques, afin de découvrir l'un des sites les plus romantiques de Paris, a cappella. Frissonnez, vibrez par l'exaltation de vos sens et expérimentez de rencontrer la butte Montmartre autrement. Laissez-vous surprendre tout au long du parcours par une dégustation de gourmandises choisies selon les monuments pour sublimer, en profitant pleinement de l'instant présent, vos émotions. Et si cela vous tente, relevez le défi #Montmartre Love Challenge et déclarez votre flamme à la vie ou à l'être aimé, en poésie ou en chanson. Partagez une succulente Saint-Valentin culturelle, que votre cœur soit pris ou qu'il soit à prendre. Ah, et ben voilà. Oui, alors on a du chant, de la danse ce soir. Oui. Hein,
Voilà. Ouais. Alors, nous essayons de joindre Catherine, qui, elle aussi, est par téléphone. Je ne sais pas. Est-ce que... Elle répond pas. Bon, alors, du coup, je vais en profiter pour Elle ne vous répond présenter. pas. Elle répond pas. Présenter. Désolée. Voilà. Pour vous présenter, mais on ne la présente plus parce qu'ici, elle anime également une émission qui s'appelle Dance Your Life Show. Your Life Show, hein? Oui, c'est ça. Life. En live, voilà. Donc, elle est danseuse, chorégraphe, Mhm. professeuse de danse. Oui. De danse, hein, voilà. Et alors, championne de quoi? De quoi? De Kizomba. De Kizomba. Kizomba, mais qu'est-ce que c'est? Kizomba, qu'est-ce que c'est? Yeah, bonne question. Et c'est une danse de couple qui vient d'Angola et qui depuis plus d'une dizaine d'années, je dirais même, depuis 2008-2009, en fait, il y a eu une révélation à Paris et donc quand je dis on, c'est parce que plusieurs personnes se sont dédiées à l'enseignement de cette danse qui a pris une grande ampleur au niveau international aujourd'hui. Et donc, qui fait sensation dans le monde. Bon. Alors, est-ce que tu as pu donner des petits morceaux à la Oui, voix j'ai pu pour nous donner montrer un petit morceau, Bon. oui. Ouais. Oui, Donc oui. en fait, Catherine est en ligne, donc on va patienter. Voilà. Hein, on va patienter Avec fort, grand plaisir. parce que là, voilà. Parce qu'il me fait C'est comme ça le direct, c'est ça. C'est ça qui ça est le magique. live. Ah, c'est magique. Ouais. Bon, allô? Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir Véronique, bonsoir à vous toutes. Bonsoir. Catherine. Alors, comment ça va? En Occitanie, ça parce va. que là, on est en Franchement, Occitanie ça va. maintenant. Ok. C'est formidable en voyage grâce à Internet. Alors, oui, alors Catherine, elle est infirmière. Voilà. C'est ça. Elle a fait finalement le choix de consacrer sa vie aux autres, n'est-ce pas? Elle a beaucoup donné pendant la première partie du Covid. Hein? C'est vrai? Oui, comme toutes les collègues. Comme toutes les collègues, voilà. Et puis, elle fait partie de ces infirmières qui sont dites suspendues. Alors, moi, j'ai fait une chronique pour donner une autre image un petit peu de ce que ça peut être d'être suspendu. Tu sais, tu marches dans la rue, mais à 20 mètres du sol, comme ça, tu es suspendu, en parallèle de la société. C'est-à-dire que tu n'as pas de salaire, tu n'as pas d'ACDIC, tu n'as pas de RSA, tu n'as rien du tout. Tu es suspendu. Alors, ça n'existait pas, mais depuis pas longtemps, là, ça existe. C'est-à-dire que des gens qui n'ont plus de droits. Voilà. Et je trouve que c'est tellement choquant qu'encore en France, ces gens-là, ces soignants qui sont des pompiers, des infirmières, des aides-soignants, des assistantes sociales, etc., soient dits suspendus, n'aient plus rien du tout. Eh bien, voilà, mais du coup, effectivement, j'ai demandé à Catherine si elle voulait bien nous parler de son histoire et puis de son livre, parce qu'elle a écrit un ouvrage que vous voyez là à l'écran. Voilà, Catherine. L'introduction est faite. Oui. Merci bien. Oui, effectivement, j'étais infirmière coordinatrice en soins palliatifs à l'hôpital de Castres. Ouais. Et vu que j'ai refusé l'injection du 10 vaccin, j'ai été suspendue le 15 au matin, comme tout le monde, comme tous les autres. Alors, juste une petite précision. Donc, voilà. Vous avez toujours refusé tous les vaccins? Ou c'est, non, du tout, j'ai tous mes vaccins. Non, je ne suis pas du tout anti-vaccin. D'accord, ok. J'ai tous mes vaccins, j'en ai beaucoup plus que la majorité de la population française. Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que il y en a eu un petit truc technique? Oui, j'ai beaucoup plus de vaccins que la majorité de la population. Oui, en tant qu'infirmière. J'ai des vaccins qui n'existent pas dans... Oui. Voilà, on a le DPAB, l'hépatite qui est faite tous les 2 ans ou 3 ans. La médecine du travail nous appelle régulièrement pour contrôler nos vaccinations et
et on est injecté régulièrement de tout un tas de vaccins. D'accord. Donc le sujet, c'était pas ça alors finalement, c'est pas vraiment anti-vax. Ah, le sujet, c'est pas de refuser la vaccination, non du tout, on n'est pas anti-vax. Le sujet, c'est que comment en 3 mois de fabrication de ce vaccin, on peut dire il n'y aura pas de risque. Alors ça, c'est un truc qui m'a... La première règle dans le soin, c'est de ne pas nuire. Oui. Comment ne pas nuire quand on ne sait pas ce qu'on injecte? Voilà. Alors au départ, on a été suspendu sur le fait qu'on pouvait contaminer les patients. Oui. Maintenant, il s'avère que même Pfizer a dit que ce vaccin n'avait jamais été testé ni sur la contamination, ni sur le risque. De toute façon, en 3 mois, ils ne pouvaient pas le tester. Donc voilà, on a été suspendu sur un gros mensonge qui a été fait. Et c'est le public qui en pâtit le plus. Nous, on en pâtit certes, mais tous ces patients qu'on ne peut plus soigner, qu'on ne peut plus prendre en charge, ils sont pris en charge par personne d'autre, quoi. Donc voilà. Du coup, au 15 septembre, vous apprenez que vous êtes suspendu. Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, il se passe qu'on rentre dans un monde qui n'existe pas. Oui. Donc plus de salaire. Alors, en plus, dans suspendu, il y a les fonctionnaires, c'est une catégorie à part. Tous ceux qui sont fonctionnaires, donc les gendarmes, les pompiers fonctionnaires, les militaires et les soignants de l'hôpital, on est suspendu, ce qui veut dire que nous n'avons plus de salaire, nous n'avons pas droit aux aides sociales puisque nous sommes toujours considérés comme faisant partie de l'hôpital ou de la fonction publique. On ne cotise plus pour notre retraite. Donc là, ça fait 16 mois maintenant que ça dure. Et on n'a pas le droit d'aller travailler ailleurs, puisqu'on appartient à la fonction publique hospitalière. Voilà. Ah oui, ensuite, il y a... oui, c'est quand même... C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ah oui, c'est hallucinant. Ouais. Et j'ai contacté tous les députés pour aucun ne me répond. Enfin, si, à part Bénédicte Ozano qui m'a reçu, et le député du Tarn qui m'a reçu aussi, là, monsieur Cabrolier, les autres, pour l'instant, voilà. D'accord. Donc en fait, pas. Ensuite, quand on apprend qu'on est suspendu, c'est-à-dire qu'en fait, comment est-ce qu'on vit ça? C'est-à-dire, à la fois, on prend position en disant, voilà, j'assume, je veux pas de cette injection-là, mais après, comment ça se passe? Après, on perd tout. Donc, au départ, c'est les économies, puis on vend nos meubles, nos bijoux, tout ce qu'on peut avoir, nos maisons, nos voitures. La plupart de mes collègues sont hébergés, certains vivent dans leur voiture, ils ont perdu leur logement. Ceux qui étaient locataires n'ont pas pu continuer à payer leur loyer, donc ils sont retrouvés à la rue. Et voilà, donc là, on vit des aides, on vit des dons que certaines associations nous font, des paniers repas que certains commerçants nous préparent. Voilà. On n'est plus rien, on n'existe plus. On n'est plus sur aucune liste, on n'est plus dans aucun cadre, on n'existe plus. Et ça, c'est la réalité pour tous les soignants suspendus? Parce qu'il y a des médecins aussi. Moi, je connais des médecins qui ont été suspendus. Oui, il y a des médecins suspendus. Tous ceux qui appartiennent à la fonction publique sont dans cette situation-là. Ceux qui sont dans le privé, alors dans le privé, c'est assez paradoxal quand même, puisqu'il y a eu des jugements de prud'hommes qui ont réintégré des soignants. Oui. Donc ceux qui font partie du privé dépendent des prud'hommes, donc ils sont passés en jugement et certains ont été réintégrés. Ouais. Dans le public, on dépend du tribunal administratif et le tribunal administratif, toutes nos demandes sont rejetées avant même d'être plaidées. Donc voilà. Ah oui. Donc finalement, il y a deux points de vue. C'est quoi l'issue en fait? Parce que on a vu aux États-Unis, ils ont réintégré des personnes qui. Voilà, ils ont même versé l'argent qui était dû en fait depuis tous ces mois. En France, comment ça se passe? En France, ils veulent toujours pas nous réintégrer, ils veulent toujours pas. On est inexistant, voilà, on est inexistant. Donc moi là, ça fait au départ, j'attendais, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris un avocat, on a plaidé, tout ça, puis il arrive un moment où c'était trop, quoi. Alors j'écrivais un journal, j'écrivais au quotidien pour pas sombrer. Oui. Et puis au mois d'octobre, là, je dis bon, mais ça suffit. Donc le journal est devenu un livre. On l'a fait imprimer dans une imprimerie de proximité. Oui. Et les gens sachent quoi, pour qu'on laisse un témoignage, qu'on dise ce qui se passe.
puisque quand on croise des gens dans la rue, quand il y a des projections du film de Fabien Moine sur suspendu des soignants entre deux mondes, les gens sont surpris de savoir que nous n'avons droit à rien. Alors certains départements accordent le RSA à certaines personnes, d'autres ne l'accordent pas du tout, ils veulent rien savoir, puisque les directives, on n'accorde pas le RSA. Moi, j'ai eu la chance, comme j'ai encore un enfant à charge, ils m'ont accordé un RSA qui paye juste le crédit de ma maison. Une fois que le crédit est payé, il reste plus rien du RSA. Donc, ce qui fait que j'ai toujours un toit sur la tête, même si j'ai pas de chauffage à l'intérieur, que j'ai vendu la majorité de mes meubles et de mes affaires, voilà. Et on est condamné à perpétuité, sans avoir été jugé, voilà, sur la base d'un mensonge. D'accord. Et est-ce que vous avez rejoint par exemple un réseau de soignants suspendus? Ah oui, on a plusieurs réseaux. Oui, alors il y a des réseaux par département. D'accord. Bien sûr, moi j'ai le réseau de mon département, mais on a aussi rejoint le SLS, le syndicat Liberté Santé, qui nous aide financièrement, qui nous aide au niveau juridique, qui nous soutient, il y a des psychologues qui nous viennent en aide. J'ai des collègues, elles ont vraiment plus rien quoi. J'ai des collègues qui se sont suicidés aussi, qui étaient suspendus, qui se sont suicidés. Oui. Donc c'est dans une situation, je sais même pas comment l'expliquer tellement c'est. J'ai une question, Catherine. Par exemple, vous pouvez pas, comment on appelle ça, rompre le contrat. Démissionner. Voilà, démissionner. Oui, c'est ça. Alors, certaines ont démissionné. Oui. Certaines ont démissionné, elles sont jeunes, elles peuvent reprendre du travail. Moi, j'ai 59 ans. Donc, je vais démissionner de la fonction publique. À 59 ans, j'ai trouvé du travail où? Mes diplômes, moi, je suis laborantine, je suis ambulancière SMUR et je suis infirmière. Voilà mes diplômes. Donc, dans les trois situations, j'ai interdiction de travailler. Et alors, par exemple, imaginons que vous montiez votre entreprise d'infirmière. Est-ce que ça, c'est possible? Ou est-ce qu'il faut aussi avoir le fameux vaccin? Ah oui. Bien sûr. Mes collègues qui étaient en libéral ont dû fermer leur cabinet. Ah oui. C'est terrible. Les infirmières, les kinés, tous ceux qui étaient en libéral ont dû fermer leur cabinet. Les dentistes, les médecins qui étaient en libéral ont dû fermer leur cabinet. Mais ça va très loin. J'ai des témoignages de gens qui travaillaient à la morgue qui ont été suspendus. Il y a des jardiniers qui ont été suspendus. Les jardiniers ne sont jamais en contact avec les patients. Oui. Ils sont suspendus quand même. D'accord. Ah oui, c'est étonnant. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. En fait, je pense, avec le recul, je me dis que le gouvernement veut absolument se servir de nous comme l'exemple, quoi. Je vois pas d'autre explication. Voilà. Ils ont désobéi. Oui. Ils ont désobéi, donc ils sont punis et voilà. Le problème, c'est que on a un texte qui nous dit qu'on doit désobéir si l'ordre nous semble néfaste. C'est le cas. Et maintenant, on voit tous les effets secondaires qui commencent à sortir. Même sur le Vidal, ils ont inscrit les effets secondaires. Ils s'en cachent plus maintenant. Ils s'en cachent plus maintenant. Donc, voilà, il y a des jeunes qui ont eu des problèmes de santé, les myocardites et tout ça. Oui. En tant que soignant, moi, je ne trouve pas normal que des jeunes qui étaient en bonne santé puissent avoir des soucis aujourd'hui. Oui, ou les problèmes de menstruation pour les femmes. Tout à fait. Pareil. Il y en a aussi, maintenant, ils l'ont reconnu. Tu voulais dire quelque chose? Maintenant, ils l'ont reconnu. Non, je pas. J'écoute. Oui. Et donc là, avec ce livre, déjà, où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Donc, quel est le nom de ce livre? Le livre, c'est On achète bien les soignants. Et en fait, ça raconte la première année de suspension. Et j'ai 13 collègues qui ont témoigné dans ce livre, dont un gendarme. Et pour commander le livre, étant donné que c'est en auto-édition, on peut l'avoir sur livre au pluriel.kb@gmail.com. K-A-B-E
Non, K tout seul, K comme Cathy et B comme Bouissou. Oui. K, les deux initiales, kb, @gmail.com. Ah oui, ça c'est un mail, pardon. Ok, pardon, j'avais pas compris. Je croyais que c'était une adresse pour le commander, en fait. D'accord. Ok, avec oui, ce c'est l'adresse mail. pour le commander. En fait, on passe par ce mail pour commander le livre et on les envoie par Mondial Relais Ok, super. quand les gens sont loin. Voilà. Alors, et là, il y a le tome 2 qui va sortir. oui. Et entre autres, là, je me suis donc... je supportais plus la situation. Donc, pour me battre et que ça soit efficace, j'ai décidé de contacter les députés. Donc, c'est pour ça que je me suis rendue à Paris quand on s'est rencontrés. Voir les députés, essayer d'obtenir... là, on est en train de travailler sur un projet de loi sur une demande de commission d'enquête pour que, quand même, on nous explique. Il faut m'expliquer. Si j'avais... la suspension, ça existe dans notre contrat. Hein. Si j'avais causé des nuisances à un patient ou si un patient était mort parce que je m'étais trompé de traitement, j'aurais été suspendu 4 mois. Au bout de 4 mois, il y aurait fallu que je sois jugée. Et ensuite, soit j'étais pas coupable pour réintégrer, soit j'étais coupable et j'étais renvoyée. Mais pendant ces 4 mois de suspension, mon salaire m'aurait été versé. Donc c'est ça que je trouve énorme. Là, nous n'avons commis aucune faute et on nous exclut de tout. Voilà. Donc on nous laisse mourir de faim, de froid, de droits sociaux, de vie familiale, de tout, parce que on s'est opposé. On a dit attendez, il faut prendre du recul sur cette injection. On ne peut pas, on ne peut pas injecter des produits aux gens, ou alors il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer ce qu'on sait. Or on ne savait rien. Donc voilà. D'accord. Et là on paye la facture. Donc c'était finalement un processus de précaution, un principe de précaution. On attend, voilà. C'était pas forcément un esprit rebelle qu'il faut mater. C'est ça que je veux dire en fait. Non, du tout. Nous, on demandait juste un peu de délai. Et je vois, mettons, là, ils vaccinent les femmes enceintes. Alors ça me fait bouillir. Ah, les femmes enceintes. Femme enceinte. Ah oui. Oui, les femmes enceintes. Normalement, les femmes enceintes, tout traitement injecté chez une femme enceinte ou donné à une femme enceinte doit avoir 10 ans d'existence. C'était la loi, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Oui. Et là, non, on les vaccine tout de suite. Voilà. D'accord. Très bien. Bon. Ouais. Mais il faut m'expliquer pourquoi. Et je veux un consentement libre et éclairé, ce qui veut dire que les gens puissent savoir ce qu'on leur injecte, quels sont les risques, quels sont les bénéfices, qu'est-ce qu'on attend du produit, et que chacun puisse choisir en son âme et conscience. Et c'est la loi, c'est la base du soin. Je ne demande rien on demande rien d'énorme. On demande juste que les lois qui existaient jusqu'en 2021, pourquoi aujourd'hui n'existent plus. Donc voilà. Et du coup, nous sommes suspendus. Oui. Par exemple, je connais des soignants qui sont partis à l'étranger. Est-ce que ça peut pas être une solution en attendant que les choses changent en France, par exemple? Alors, c'est une solution. La Suisse, la Belgique et l'Espagne nous ouvrent grand les bras pour aller travailler chez eux. Donc, j'ai beaucoup de mes collègues, encore une fois, les plus jeunes peuvent partir. Et à partir du moment où il y a un enfant, où il y a c'est compliqué de partir. Moi, mon fils passe son bac, c'est mon dernier, parce que j'ai eu 4 enfants. Mon dernier vient d'avoir 18 ans. Il passe son bac cette année. Je ne me vois pas le laisser tout seul et moi partir en Suisse. Donc, celles qui ont pu, j'ai beaucoup de collègues qui sont partis en Suisse. Oui. Et en plus, le salaire est triplé. Donc, ah oui, en plus. Et, en plus, oui. Donc, oui, parce qu'on ne parle pas là, on parle pas des salaires des infirmières, mais il y aurait des choses à dire aussi. Hein. Oui. Moi, je suis en fin de carrière. Je suis à 2 ans de ma retraite. Et après le Ségur, j'arrivais à peine à 2 000 € par mois. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Mais bon, j'ai pas fait ce métier pour l'argent, sinon j'aurais fait autre chose. Mais voilà. C'est sûr, mais bon. Oui. Alors moi, j'avais beaucoup apprécié l'humour d'une infirmière un jour où j'ai eu une maladie assez grave et que j'étais hospitalisée à Bichat. Et en fait, je la vois avec un genre de bandeau sur le bras disant qu'elle était en grève.
En fait, c'est ça, les grévistes, quand on est infirmier, voilà, on est en grève, mais on travaille quand même. C'est quand même dingue. Oui, parce qu'on est réquisitionné. Voilà, non, mais c'est ça la réalité de leur vie. Je trouve que c'est quand même hallucinant. Et elle le prenait avec... c'était un soleil, cette fille. Voilà, donc il faut en prendre soin de nos soignants, quoi. Voilà, moi, je chantais pendant le Covid pour eux, ça, et je veux dire, il faut en prendre soin, quoi. On a besoin d'eux, n'est-ce pas? On a besoin des soignants. Oui. Voilà. Mais nous, réciproquement, pendant le Covid, toutes les familles qui avaient un malade en EHPAD ont été obligées de se faire vacciner si elles voulaient revoir leurs proches, quoi. Et oui, c'est vrai. C'était un chantage assez violent. Et puis entre ça, et puis les gens qui plus qu'ils n'ont pas vu les proches pendant plusieurs mois et qu'il y en a certains, ça vient seulement de s'arrêter, hein, parce qu'on apportait le signal, sinon ils n'avaient plus le droit de voir leur famille quand même, quoi. Ah oui. Ça vient seulement de s'arrêter. C'était la prison la plus chère de France, parce qu'à 4 000 € par mois, être enfermé dans votre chambre, c'est vraiment très cher. Ah oui, c'est clair. Il s'est passé des choses quand même avec ce Covid. Ah oui, ça a révélé une société qui ne marche pas bien. Hein. Voilà, c'est sûr. Moi, j'ai fait une conclusion sur ma dernière chronique. Je dis, mais quelle ordure, ce Covid. Mais voilà, ça révèle chez l'humain des choses pas très humaines quand même. Et ça fait réfléchir sur notre société. Franchement, waouh. Bon, merci beaucoup, Catherine, pour ce témoignage. Courage. Merci à vous. On vous aime. Tenez le coup. Hein, voilà. Et le coup, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Le plus important, c'est qu'on parle de nous. Et c'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent. Parce que oui, c'est ça, que les gens sachent que vous. Bravo d'avoir écrit aussi. Enfin, et oui, c'est une autre capacité, ça, hein, Catherine, une supplémentaire, hein, en plus de laborantine, d'infirmière, etc. Hein. Et oui. Oui, le tome 2 va sortir là, où justement, dans le tome 2, j'explique toute la bataille qu'on a menée et comment on a changé notre fusil d'épaule au lieu d'être habitué à subir. Mais finalement, les soignants ont fini par se rebeller. Ouais, bravo. C'est courageux, c'est courageux. Et puis bon, on espère que ça se résolve rapidement quand même, puisque même notre jeune cousine, l'Amérique du Nord, a réintégré ses soignants suspendus. Et donc, on espère que la France, cette personne sage, justement, fasse de même. Il est temps. C'est pas humain, ce qu'on leur réserve. C'est plus possible. Voilà. Merci Catherine, beaucoup de courage. Forza. Merci à vous. Bonne soirée. Bon, alors on va passer à quelque chose d'un peu plus festif. Notre championne. On essaye. Donc, championne en 2018, la Fédération française de la danse. Oui, c'est ça. Mais déjà, tu as dansé toute ta vie. Oui, voilà. Effectivement, j'ai dansé toute ma vie. La danse fait partie de moi. Je crois que je ne verrai pas ma vie sans danser. Donc voilà, après j'ai quand même commencé par la danse classique. Donc j'ai fait les conservatoires étant petite aussi. En plus d'avoir la danse intégrée à ma culture aussi, voilà. Alors quelle culture ? Quelle culture ? Mais quelle culture ? Oh là là ! J'aime à dire en fait que je suis une enfant du monde parce que je suis très ouverte et je suis issue de la mixité de toute façon. Mes parents sont des Antilles, voilà, Guadeloupe, Martinique, et effectivement après, quand on connaît et qu'on recherche un petit peu l'histoire, on a beaucoup de mélanges au sein de notre famille, de nos peuples aussi. Et du coup, j'en suis l'enfant. Quand on connaît l'origine de ce qui s'est passé aux Antilles, qui sont des personnes venues d'Afrique. Voilà, tout à fait, d'Afrique. Et d'Inde. Alors, voilà, et d'Inde. Voilà. Oui. Et donc, du coup, l'Asie, l'Afrique, déjà différents continents. La beauté. Je vis...
Merci, oui, c'est gentil. Parce que moi, la première fois que je l'ai rencontrée, je me dis oh là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette fille. Oui, C'est vrai. Merci. Oui, c'est vrai. Alors je savais pas à cette époque-là qu'elle dansait parce qu'elle faisait la présentation d'une émission de télé. Et en fait, après, elle danse super bien en plus. Oh là là. Oui. Je pensais que oui, actrice, tu vois, actrice. Ouais, Écoute, ça va peut-être venir. Écoute, on sait pas. Oui. Voilà. Ah, mais oui. On sait pas. Pas. Déjà, même pour animer la radio, je ne savais pas non plus qu'un jour je pourrais le faire, mais bah oui. Voilà. Comme quoi, on ne sait pas. Comme quoi, merci au directeur pour la confiance, merci la vie, merci aux choses qui arrivent. Et donc voilà. Musique classique, non, danse classique. Donc classique, bon. Okay. Donc danse classique et puis donc étant petite en conservatoire avec c'est vrai que ce qui est beau c'est que dans cette danse il y a beaucoup l'aspect de qualité, de perfectionnisme donc avec et puis le conservatoire on a très vite aussi les compétitions donc voilà donc avec des mentions. Et donc avec une prof excellente, mais c'est vrai que ça remonte quand même à très longtemps. Maintenant, ça commence. Quand je dis ça, on se dit mais tac. Et oui, parce qu'on dirait que t'as 20 ans. Hein. Voilà, donc c'est très bien. Merci la vie aussi. Et donc après, donc un déménagement de mes parents, ce qui fait que on a changé de ville, on a changé. J'ai aussi vécu aux Antilles un peu, et donc avec la culture, et j'ai touché à plusieurs choses puisque j'ai fait aussi du piano. Donc j'ai fait de la musique, de la chorale, voilà. Et dans la culture, il y a la danse. Parce qu'on est invité au mariage, les fêtes familiales, tout ça, donc on danse. C'est hyper important les danses, oui, voilà. Ça c'est vrai. On met de la musique, on baigne dedans tout le temps. Et ça apporte la gaieté, la joie, la bonne humeur, voilà. Et donc du coup, la danse classique, là, tu l'as pas continué aux Antilles ? Donc non, aux Antilles, non. Mais j'y ai vécu 2 ans et ensuite revenu en France. D'accord. Et donc j'ai repris effectivement donc la danse. J'ai touché aussi donc modern jazz. Ouais. Voilà. Et en conservatoire. Et puis après. Toujours avec l'aspect culturel, avec aussi les amis. Donc j'ai eu la danse africaine aussi. J'ai côtoyé des amis congolais. Donc en gros, j'ai une telle diversité que je le vis, en fait. Parce que l'expliquer et parler de moi, d'ailleurs, c'est très rare. Donc, merci de m'avoir invitée. Je le vis et je le respire. Pour moi, je sais même pas comment expliquer. Et la danse, c'est un langage que j'ai adopté au final avec le temps et qui est devenu ma personne. Parce que je danse et je transmets. C'est pour ça aussi, tu vois, que... Donc, au final, j'ai fini par... parce que j'ai un parcours très varié, donc avec mes études en parallèle et la danse en parallèle. Ah, quelles études ? Quelles études ? Tu vois, c'est vrai que quand on est interviewé... Tu m'as tenté, là. Donc, j'ai passé un baccalauréat scientifique et ensuite, j'ai fait des études de commerce. Voilà. En alternance. Et puis voilà, donc j'ai intégré la flamme, finalement, c'était toujours la danse. Ouais, à l'issue de mes études, j'ai travaillé dans le secteur bancaire. Voilà. Waouh. Et voilà. Donc, heureusement qu'il y a les week-ends pour faire la fête. Hein, voilà, exactement. Voilà, j'ai appris d'autres choses aussi parce que tout ce qui est beauté, la femme, la féminité me plaît beaucoup et je me suis toujours dit j'aime voyager. Donc voilà, et à un moment donné dans ma vie, pourquoi la danse est revenue, donc il y a eu des choses qui se sont passées et puis j'ai été danser. Donc la salsa, la bachata dans des événements. Et puis il y avait la kizomba qui commençait, voilà, qui démarrait. Il y avait un cours de kizomba. Un jour, je suis arrivée en retard au cours de salsa que je m'apprêtais à aller prendre. Et il y avait un cours de kizomba qui commençait. Donc on m'a dit viens. Et voilà. J'ai été prendre ce cours.
Et puis, depuis, ça m'a pas lâché. Et étant donné que j'ai cet antécédent de danseuse, très rapidement, les partenaires m'ont fait des propositions de partenariat. Comme donc là, c'était une danse à 2 pour le coup. Et la kizomba, au niveau musical, il y a des similitudes entre le zouk, avec la musique zouk des Antilles, et donc le semba qui vient d'Angola. Donc c'est un peu une mixité. Et voilà. Et donc suite à tout ça, a commencé, j'ai accompagné des partenaires dans le monde, à voyager, à donner des cours, à enseigner. Et puis petit à petit, j'ai vu un petit peu comment tout cela se transmettait. Et avec les connaissances que j'ai acquises avec la danse classique, on va dire ce souci de perfectionnisme un petit peu, tu vois. Donc parce qu'il y a l'aspect très culturel, donc on apporte ce qu'on sait aux gens, mais il y a aussi l'aspect technique qui des fois peut-être manquait un petit peu, puisque ça s'est révélé tellement. Ça a explosé, vraiment, la kizomba, puisque c'est une danse qui est à la fois de connexion, qui est sensuelle, qui parle aux gens. C'est vraiment un langage où les gens se retrouvent, se connectent, ça fait du bien. Alors, est-ce qu'on a des images ou est-ce que tu veux nous montrer un petit peu ? Écoute, je ne sais pas, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que... Il y a de la musique. Déjà, c'est lourd. Après, il y avait quelques vidéos. Ouais. C'est des liens que j'avais envoyés. Je sais pas si ça peut pu... ok. D'accord. Là, je peux vous montrer. Allez, vas-y. Alors, c'est une danse à 2, mais là, du coup, aujourd'hui, je vais bien que tu baisses un petit peu. Je vais juste... Donc là, c'est une danse à 2, mais alors là, elle est toute seule. Voilà, c'est une danse à 2, mais donc, il y a aujourd'hui, effectivement, le côté, l'expression de la féminité dans la danse. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui, je représente. Je donne des cours de rébolard. Donc, c'est pour apprendre le déhanché. Ah voilà. Oui, déhanché. Mais après, en même temps, comme un petit peu la personne qui faisait l'association des psychothérapeutes dédiés aux femmes. Donc, c'est un mouvement qui se prête bien et qu'on apprend donc aux femmes. Ça apprend à pouvoir faire usage de son corps et tout le monde peut apprendre. Ouais. Le slogan de l'école, c'est un petit peu... rien n'est impossible à qui a la volonté d'apprendre. Donc, ceux qui veulent peuvent apprendre. Il n'est jamais trop tard. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Et c'est une interprétation et on dit aussi, et donc aussi le côté jinga qui est l'attitude. Voilà, l'attitude de la femme dans la danse. Bon, ok. Je vais... Il faut mettre au début. Alors, Yelena et Denise, si vous voulez danser, ça va pas être facile là, non ? Donc je me mets comme ça, face fala no meu ouvido. Vem julgar teu charme, entra nessa roda miúda, vem fazer bonito. Teu olhar tem poesia, teu toque tem mestria, nos teus olhos me encontro. Teu falar é sincero, teu tocar é sereno, oh mulher tu me das gosto. As palavras mais doces que eu falei, os momentos mais lindos que eu vivi, foram contigo, amor. Bravo, magnifique. Gentil. Ah ouais, waouh. C'est vrai que tu vois, ça me rappelle même les danses tahitiennes que j'ai connues en Polynésie. Ouais, il y a quelque chose de très gracieux. Dès que le corps est là, bien sûr. Ouais, c'est magnifique. Hein. Et alors,
Pour apprendre se déhancher, là, parce que Oui. combien d'années parce que... Bah écoute, là, il y a combien d'années ça dépend de chacun. Oui. Et comme dit, avec la volonté, puis en fait, pas forcément tant que ça. Ça dépend, mais faut pas décourager. Et oui, c'est sûr. Alors, parce que là, quand vous vous rencontrez, c'est-à-dire que vous êtes face à face, ou il y a quand même les jambes qui se croisent un peu, comme le zouk. On a en fait les jambes en quinconce. Ouais. Donc effectivement, et on est face à face au niveau du corps. Donc c'est caliente quand même. C'est caliente, ouais, c'est ce qu'on dit. On aime dire ça. D'accord. Ouais, c'est caliente et en même temps, comment dire ça, c'est la vie. En fait, en gros, c'est la vie, c'est le contact. Aujourd'hui, on a tendance à perdre cette connexion. Oui, c'est Donc vrai. finalement, c'est une danse qui ramène à la connexion. À l'humain, quoi. À l'humain, voilà. Exactement. Sans c'est pas sexuel non plus. Non, pas du tout. Parce que c'est là qu'on parle de l'aspect culturel. C'est que c'est une danse qui est dansée dans son pays d'origine, normalement, par les mamies avec leurs enfants, le frère avec sa sœur. Enfin, voilà. C'est pas réservé uniquement aux personnes au couple. Ouais. Voilà. Donc, étant donné que c'est ce message-là un petit peu aussi qu'on souhaite transmettre, que c'est une question d'ouverture d'esprit, d'accès aussi à l'autre non, il y a pas. Enfin, souvent, on a tendance à l'interpréter comme ça. On va se dire, on va mettre en valeur le côté sexuel et sensuel, mais pas du tout, puisque il y a vraiment un plaisir qui est partagé, qui est le partage avant tout. Le message, c'est le partage. Et dans les événements, d'ailleurs, où beaucoup de gens, oui, voilà, les personnes qui viennent danser. Après, le reste, ça ne nous regarde pas. Et on espère que les gens soient consentants et ils se débrouillent. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ça favorise les rencontres, ça aide pas mal de personnes. Et quand on parle de l'aspect santé, d'ailleurs, toutes les collègues où on prend soin, il y a quand même un aspect thérapeutique aussi dans la réappropriation du corps. Oui, tout à fait. Réappropriation du corps. Et puis, en fait, la variation, la variété, comme c'est vrai que je suis une enfant issue de la mixité, au final, dans tous les aspects de la vie, il y a des choses qui peuvent plaire à tout à chacun. Et donc, c'est bien d'avoir des choix, d'avoir le choix. Mais alors, comment tu t'es retrouvée championne en 2018 ? Voilà, et du coup, enfin, voilà, pour la petite histoire, en plus, j'étais enceinte. Ah, comment ? C'est pas possible à 20 ans. Et donc, du coup, comment je me suis retrouvée ? C'est encore une fois le côté du conservatoire de la danse classique qui m'a donné envie, et la fédération française qui justement qui passe les compétitions, qui a commencé à ouvrir les compétitions à cette branche-là, puisque d'ailleurs on en a parlé, on se rapprochait beaucoup de l'association, de la fédération, pour justement qu'il y ait quelque chose de fait à ce niveau-là, pour qu'il y ait un petit cadrage au niveau de ces danses, puisque tellement de personnes aiment, y adhèrent. Et donc, comme moi, j'ai créé mon école depuis quand même plusieurs années, depuis 2015, j'avais créé l'école. Donc, le souhait qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Esmeralda Compagnie, Esmeralda Dance Compagnie, voilà. Et le souhait, c'était comment dire, d'être aussi un exemple pour les personnes, et donc d'avoir quelque chose de valable au niveau de... aussi quand on l'enseigne et qu'on transmet. Voilà. Oui, mais alors vouloir faire ça et puis après être championne... Des fois, il y a un creuset quand même. Mais c'est vrai que ça, après, c'est mon côté perfectionniste, je pense. Et puis avant de faire la compétition en fédération, je l'ai faite au sein du milieu. On organisait déjà des compétitions. D'accord. Donc, 3e internationale en 2013. Ah oui. Et donc, championne de France de Semba. Voilà, on a eu en interne des compétitions auxquelles j'ai participé aussi. Non, bravo. Hein. Et alors, du coup, ça veut dire enceinte, donc ça veut dire que tu as voir des enfants ? Oui, voilà. Oui, tout à fait. Eh ben, bravo. Hein. Combien ? Oui, combien ? Oui, du coup, là, on veut tout savoir. Là. Ah bah oui. Bah ouais, tant qu'à faire. J'ai 3 enfants. 3 ? Voilà. Oui. D'où Jésus. Bon. Ouais.
Alors, il danse aussi? Il danse, oui. Et d'ailleurs, mon aînée, elle a pas mal accompagné tout ça. Tout ce travail qui a été fait. Et je vous cache pas quand même qu'il y a des moments difficiles dans tout ça. Et des hauts, des bas. Des difficultés, des fois des personnes qui nous approchent, de la jalousie. J'ai vécu quand même pas mal de choses. Il y a des moments où on se dit est-ce que je vais pas faire autre chose? Oui. Parce que c'est fatigant, c'est dur, c'est fatigant. Mais elle avait accompagné tout ça et elle m'a dit non. Non. Elle a quel âge? Elle a 15 ans. Voilà. Elle a 15 ans. Elle a 5 ans. Voilà. Sacré, oui. Et donc, l'émission que tu animes sur Radio Armada, tout à fait. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Alors, effectivement, j'ai appelé l'émission Dance Your Life. Ça veut dire danse ta vie. Parce que, et en même temps, de quoi s'agit-il? Au tout départ, on était parti sur l'idée de faire de la danse, de montrer un petit peu la danse. Au fil du temps, en fonction des conditions et de ce dont on dispose, on innove et on crée et on s'adapte. Et du coup, je me suis dit, pour l'instant, petit à petit, au fur et à mesure, on verra comment les choses évoluent. Mais au lieu de focaliser uniquement sur les danseurs, étant donné qu'on a vécu une période assez difficile avec le Covid, etc., l'activité, elle a complètement été stoppée, d'ailleurs, puisqu'on ne pouvait plus avoir de contact. Donc voilà, le contact aussi, c'était mort. Donc tout devait s'arrêter. Et donc la volonté de recevoir les artistes, de mettre en lumière toutes les personnes qui sont passionnées et qui s'accrochent et qui tiennent, et puis qui donc qui sont les bienvenus et donc qui dansent leur vie à leur façon. Voilà, et donc on reçoit pas mal de chanteurs, de musiciens, des écrivains, des personnes aussi qui même font de la couture. Et puis en fait, on va dire, on grandit en même temps qu'on fait les choses. Donc moi, je grandis avec eux, avec ces personnes-là qui sont passionnées. On apprend énormément. On rencontre des gens. Tout ça, c'est du partage. Donc c'est beau. Et puis là, on a fait une petite pause et on reprend mardi prochain d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc c'était pendant les fêtes. Et oui, c'est ça. Parce que c'était juste les fêtes. Et mardi, attention, mardi, il y a une grève. Et mardi, il y a une grève? Ouais, une grosse grève. Ah bon? Bah oui. Ah bah tu vois, Vélo, heureusement que je suis venue ce soir. Je ne savais pas, c'est vrai? Heureusement. Ok. Ah oui, d'accord. Et alors ici, moi, j'avais reçu une de tes chroniqueuses. Voilà. D'ailleurs, je les salue. Comment toutes. va-t-elle? Elle va bien, Catland. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe aussi qui est là. Donc on a Élise, on a donc Kat Land qui est humoriste, que tu as reçu. Également Sergio qui est DJ, donc qui met la musique, qui ont embrassé le projet aussi vraiment, parce que c'est vrai que tout seul. On n'est pas grand-chose. Non. On a toujours des personnes qui nous soutiennent. Et merci à tout ça. Même pour, effectivement, la danse aussi. Dans la danse au sein de l'école, j'ai une équipe aussi fantastique qui n'ont pas voulu, qui sont restés là, accrochés. Non, on lâche rien, on lâche rien. Donc, elle est située où, ton école? En quelque sorte tenue. Donc pour le moment, on a eu quelques soucis aussi par rapport aux locaux. Donc là, pour le moment, on est au Studio Bleu. D'ailleurs, en même temps, si des personnes nous écoutent et nous entendent et qui souhaitent nous aider, c'est avec grand plaisir, puisque on est donc au Studio Bleu Paris 20e. Donc là, on est à 22h du coup, parce qu'on n'a pas trouvé vraiment de salle. Où le Studio Bleu? Studio Bleu, 32 rue du Capitaine Marchal. Voilà. Paris 20e, métro, vers Porte de Bagnolet. Je pense que ça parle plus. Et donc là, on apprend quelle danse? Donc là, on apprend la kizomba et le semba. Voilà. Ah oui, d'accord. Wow. Voilà. Pour l'instant, c'est les cours à 22h. À 22h. Wow, là, c'est tardif. Et faudrait trouver une recherche salle là, où on peut faire. On cherche une salle pour l'école. Et là, on propose un stage aussi le 4 et 5 février. Ah. Un atelier danse intense. Un atelier danse intense. Oh là là. Voilà. Avec une grande danseuse, Maïmouna, une danseuse d'afro, métissée aussi, métisse Sénégal, France.
Et donc, on va faire un stage spécial dédié donc, là où on va enseigner le déhanché, justement. Donc, en 1 heure, hein, tu vois. En 1 heure, ça suffit. Dingue. 1 heure pour, 1 heure pour déhancher. Le 8, J'ai fait tu sais. beaucoup de Zumba. De Zumba. Oui. Alors ça, oui, on appelle beaucoup. La kizomba avec la Zumba, c'est pas du tout la même chose. Non, j'imagine. C'est pas du tout la même chose, mais effectivement, le plaisir peut-être est le même. Oui, Le plaisir y est. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Denise, toi, tu danses? Ah, pas du tout. Moi, alors, je suis... non, rien du tout. Moi, je suis pas du tout... non, pas du tout. Mais pas du tout. Ok. Faudra Alors, peut-être si on danse pas un du mois tout, ou deux. Si ça peut Un mois ou aider, deux. les personnes qui sont là, si on peut faire du plaisir, on est bien sûr. Bien sûr, volontaire. oui, non, mais j'entends bien. Ça pourrait très bien être bien une sûr, animation aussi, y compris dans ce qu'on fait avec nos aidants et nos malades. On fait des après-midi bonheur, on appelle ça, et on veut des démonstrations et on en fait un demain après-midi d'ailleurs. Mais on veut des démonstrations, on veut montrer la vie, quoi, bien sûr. Ouais. Au contraire, c'est magnifique. Oui. Mais ça sera pas moi. Chacun son truc. Hein. Chacun. Ah, mais oui. Bon. Mais c'est tout aussi beau ce que vous faites. Hein. Oui, Ouais, mais, c'est- mais c'est ça, voilà. C'est... Un peu de musique peut-être de temps en temps. Ouais. Ça vous... ouais. Toi, la danse, tu en as fait aussi? Pas professionnel, mais Pas j'aime professionnellement. danser. Oui. D'accord. Parce que tu as une longue carrière de comédienne. Oui. Donc, oui, en comédienne, oui, on fait un peu tout en général. Oui, un peu de tout. Donc, il faut, avoir ces bases-là. Et... Oui. Alors, tu Et après déhanché un petit 8. Après le Covid, je me suis habituée de le faire après les vidéos. Oui. Oui. Ah, Oui. très bien. Oui. Ah ouais. C'est vrai. Se tenir en forme quand on chante. Tu sais. Oui. Oh, Ça demande même si on vraiment chante pas. beaucoup d'énergie, Oui, c'est sûr. de force. C'est vrai. Oui. On s'en rend compte de ça quand on est malade et Oui. qu'il faut Et que ça sort remonter plus. là-haut. Ouais. Et là, c'est... Ouais, c'est vrai. Sinon, on se dit, c'est normal, alors que la santé, c'est un cadeau. Hein. C'est vrai. Aussi. Oui. Bon, eh bien, écoutez, mesdames, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir témoigné, d'avoir partagé. Merci aussi à Catherine et à Romy du sud de la France. Voilà. Et alors, cette émission, elle est diffusée sur le Facebook de Armada, le YouTube Armada, et aussi sur Star Style HD. Ouais, j'ai réussi à le dire. Ouais. Et Où je vais te le donner. J'ai dit une fois, ça, je vais pas le redire. Star Style, HD Télévision. Qui lui retransfère en Afrique, Afrique. dans plusieurs pays d'Afrique. Hein, donc, du coup, voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Et merci à Égalité Femmes-Hommes Citoyenneté en Action, puisqu'il relaie également cette émission. Et merci à Erwan, à Rabat, de là où il se trouve. Merci. Et puis à la semaine prochaine. Camailleux de femmes. Merci à vous. Révisez bien le jingle. Monica Antonelli. La place des femmes dans la société. Venez nous parler de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge Merci et beaucoup. valorise la place des femmes Merci. dans la société.